Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission d'Histoire de passer le temps fraîchement moulue pour vous aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices. On a 3 collaborateurs en studio qui ont en masse de jasettes. Tout d'abord, Joël Beauchamp-Monfette. Bonjour. Bonjour. Tu viens nous entretenir aujourd'hui de l'épopée de plus de 100 ans des fortifications de la ville de Montréal. Oui. C'est bien ça. C'est ton sujet de maîtrise, hein? Ça va barder. Ensuite de ça, David Girard, tu viens nous présenter la vie d'Anna Henning Swan, une gargantuesque Canadienne originaire de la Nouvelle-Écosse. Oui, une grande madame. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle fait d'autre à part d'être grande. Elle est grande, voilà. Et finalement, le dernier mais non le moindre, Thomas Venn, tu viens décortiquer le film allemand Agire der Sohn Gottes. Exact. Un film sorti en 1972. Oui, en fond, c'est un film qui fait partie de la nouvelle vague allemande, de cinéma allemand plutôt. Et on va voir ce que c'est. Ouais, c'est intriguant. Mais avant toute chose, on a en régie Marie-Laurence Roux. Bonjour. Allô Valérie. Allô. Tu aurais une anecdote pour nous aujourd'hui? Oui, absolument. En fait, vous avez sûrement vu ou du moins entendu parler dans les derniers jours de la fameuse publicité de la marque de rasoir Gillette qui dénonce la masculinité toxique. Donc, j'ai pas osé la regarder. Tu revoir ça, c'est pas trop difficile à trouver sur YouTube, je te dis. Ça et le 10 Years Challenge. Ah, le succès de la semaine. Donc, oui, cette pub qui, au final, ne parle pas des rasoirs, mais qui tente de s'attaquer au comportement masculin violent, a vraiment fait polémique en ce début d'année 2019. Alors que certains hommes se sentent offusqués par les propos défendus par la publicité et appellent au boycott de la marque Gillette, rien de moins, certains félicitent Gillette de mettre de l'avant ce message dit positif et courageux. D'autres personnes qui ont visionné la vidéo critiquent la réappropriation du mouvement MeToo pour des fins commerciales. Donc, on peut douter là, des nobles intentions de cette entreprise au chiffre d'affaires de 6,6 milliards de dollars. Mais, chose certaine, la pub a circulé en masse et a fait jaser, ce qui, on s'en doute, convient très bien aux stratèges qui ont brainstormé sur cette campagne publicitaire. Mais bon, je m'avancerai pas plus là sur les sujets des rasoirs et de la masculinité, mais ça m'a fait penser au fait que finalement, l'équipe de Gillette n'est certainement pas la première à avoir utilisé une stratégie marketing du genre dans l'histoire et à avoir récupéré un mouvement social pour l'associer à sa marque de commerce. Et bon, en réfléchissant à tout ça, m'est venu en tête l'exemple des femmes et de la cigarette. Vous avez certainement déjà vu passer là, des images publicitaires qui datent du milieu du 20e siècle, plus ou moins, et qui représentent des femmes actives et modernes, cigarettes à la main. Oui, compagnies... un petit aspirateur, un bébé dans le bras, puis une petite cigarette dans l'autre. Exactement. Donc, les compagnies de cigarettes ont effectivement récupéré cette image-là de la femme blanche émancipée pour associer le fait de fumer à une forme d'affranchissement. Et je donnerai ici l'exemple de la compagnie de cigarettes Philip Morris qui a sorti en 1968 une série de publicités pour les cigarettes Virginia Slim. Ces cigarettes-là avaient un design plus long et plus mince et étaient conçues pour être vendues au marché féminin. Et tout comme Gillette associe directement sa pub au mouvement MeToo en 2019, dans les publicités de cigarettes Virginia Slim en 1968, l'association à l'émancipation et aux droits des femmes est directe. Donc, je vous mets dans le contexte pour que vous puissiez comprendre la pub de Philip Morris. Cette série de pubs, donc il existe quelques déclinaisons, là, mais le concept revient toujours. Donc, cette série de pubs pour les cigarettes Virginia Slim débute avec des images de femmes dans des habits du 19e siècle, donc qui portent robes, crinolines et tout, le tralala. On les présente comme malheureuses et au service de leur mari, ou bien en train de se cacher pour fumer. Ensuite, les publicités se poursuivent avec des images d'archives de suffragettes qui sont en train de militer. Donc, vous voyez que l'association de la marque aux luttes pour le droit de vote des femmes est vraiment directe. Puis, la pub présente finalement une femme moderne et séduisante en train de se maquiller et qui porte des habits à la mode. Ça va de la mini-jupe au boa de plumes. Donc, on ne niaise pas du tout avec le concept ici. Les images qui se succèdent veulent donc montrer là, l'évolution de la condition des femmes pour finalement montrer que grâce à leur activisme, les femmes en sont venues à pouvoir fumer la cigarette dans des tenues légères sans avoir besoin de s'en cacher.
Et finalement, un jingle bien accrocheur accompagne ces images heureuses de femmes fumant la cigarette. Et on peut entendre sur le jingle les paroles suivantes qui ne sont pas anodines. Je cite « You've come a long way, baby », qu'on pourrait traduire en français par « Tu en as fait du chemin, bébé » ou, en d'autres termes, « Bravo, maintenant que tu es libre, tu peux fumer des Philip Morris Virginia Slim qui, par ailleurs, vont te rendre encore plus séduisante. » Ben oui, même juste le nom de ces cigarettes-là, Virginia Slim, t'es comme... Ouais, c'est pas anodin. C'est pas Tout anodin est du tout. vraiment calculé dans cette campagne publicitaire-là. Donc, si le marché de la cigarette a réussi à conquérir les femmes dans les années 60, la question se pose, les hommes vont-ils se raser plus en 2019 grâce à Gillette? En studio, ça regarde pas bien en ce moment. Vous méditerez là-dessus. Puis si vous voulez aller voir, la publicité est accessible sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Vous tapez Virginia Slim, Philip Morris, pub, puis vous allez voir là, toute cette série-là, la campagne de publicité qui est sortie en 68. Ben, merci beaucoup pour ce petit retour sur les pubs à double tranchant. Oh! Alors, je passe maintenant la parole à Joël Beauchamp. Mon fait, tu nous transportes dans les entrailles de Montréal. Oui, ben oui. Ben c'est parce que je réfléchissais à mon sujet, puis je me cherchais un sujet à mode pour faire ma chronique. Et bon, Comme nous tous. avec nos voisins du Sud, ben on a l'impression que notre cher Donald, tout ce qu'il nous parle, c'est de murs. Donc, j'avais pas besoin de chercher plus loin, vu que c'est aussi mon sujet de maîtrise, c'est les murs. Ben, on peut bien rire des États-Unis, mais ici aussi à Montréal, on a eu nos propres murs. En effet, comme Québec, Montréal avait des murailles qui entouraient la ville. Bon, ça a été seulement entre 1687 et 1817, donc plus court que Québec, alors que Montréal s'en est débarrassé, quand Québec les a encore. Pour vous situer où étaient les murailles à cette époque-là, on peut faire un rectangle allongé qui serait composé aujourd'hui par la rue McGill à l'ouest, de la commune au sud, Saint-Hubert à l'est, et pour le nord, on peut penser à la rue Saint-Jacques et le Champ-de-Mars. D'ailleurs, on a justement déterré les bases des fortifications au Champ-de-Mars, que vous pouvez encore aller voir aujourd'hui, preuve qu'il y a à Montréal des activités historiques fascinantes et gratuites. Cependant, il faut savoir que ce sont les murailles, les anciennes murailles, parce que c'est pas très C'est bien pas indiqué, indiqué. hein? Non, Ouais. c'est ça. Montréal a encore du chemin à faire sur la gestion du patrimoine, mais bon, je compte y travailler pour environ une 50aine d'années, fait que je vais essayer d'améliorer la situation. Enfin, là. L'histoire de nos murailles commence rapidement après la fondation de Montréal. Vous voyez, la position de Montréal est vraiment parfaite, située au centre d'un grand réseau de communication, constitué par le fleuve et les rivières. Un réseau qui permet d'aller loin dans le continent pour trouver des fourrures ou tout simplement pour explorer. À l'inverse de Québec, Montréal n'a pas une importance directement comme un centre militaire, mais plutôt comme un centre d'approvisionnement pour les forts de la colonie des pays d'en haut. Mais être au centre d'un réseau de communication rend Montréal beaucoup plus sensible que Québec aux attaques des Iroquois qui prennent d'assaut la population à de nombreuses reprises. À partir de 1687, on construit une première palissade en pieux de cèdre qui est destinée à se protéger des Iroquois et non des Européens. Puisque, en 1687, on est en paix avec les colonies du Sud et en Europe, c'est la paix. Évidemment, la paix dure jamais, et dès 1688, l'Europe retombe à feu et à sang, et les colonies aussi. On recommence donc à avoir peur des attaques du Sud, et on ajoute à la palissade de pieux des postes avec des canons, juste au cas où. En 1713, avec le traité d'Utrecht, la Nouvelle-France perd l'Acadie et la baie d'Hudson, et on commence à considérer les miliciens des colonies du Sud comme un gros problème. Gaspard Joseph Chosegros de Léry, ça a été dur à prononcer, propose un plan pour des murailles de pierre qui, cette fois-ci, répondraient aux préoccupations d'une guerre coloniale. Montréal est pas trop mal situé pour ça. D'une part, à l'époque, ce qu'on appelle maintenant le Vieux-Montréal est ceinturé par 2 petites rivières et un marais, qui sont des obstacles naturels contre une attaque. Les 2 petites rivières, c'est la rivière Saint-Pierre La petite rivière et la petite rivière. C'est juste c'est ça. Okay. Qui débouchait environ à la pointe à Calière et l'autre qui serait environ où est l'autoroute 720 maintenant. Okay. Donc, les armées qui vont se rendre à Montréal seront aussi pas trop fortes parce que la route des États-Unis vers Montréal passe généralement par les Grands Lacs ou le Richelieu.
Les deux voies obligent à faire du portage sur de bonnes distances. Et donc, Gaspard Joseph Chosgros de Léry estime que de gros canons ne seront pas transportés à cause de tout le portage. Ce sera plutôt des armées de miliciens et d'alliés iroquois qui marcheront vers Montréal avec une artillerie légère. Tout ça, tant et aussi longtemps que Québec barre bien la porte de l'Atlantique. C'est ce qui arrive par la suite. La construction prendra plus de 30 ans, se terminant en 1744, surtout à cause de difficultés de financement. Mais on pourrait toujours se dire, oui, mais du travail fait longtemps, c'est du travail bien fait. C'est quand même plus rapide que la ligne bleue. C'est un bon point. Le problème du travail fait longtemps, c'est que il peut devenir désuet assez rapidement. Pendant les guerres qui suivent, divers militaires et ingénieurs s'interrogent sur l'efficacité des murs. Ils sont construits contre de petites attaques à la façon coloniale et sont donc plutôt bas, avec des fossés et des glacis, ce qui ralentit les petites attaques. Par contre, si on attaque en grand nombre et avec une artillerie lourde en plus, bref, une attaque à l'européenne, ça devient très inefficace. En 1760, le chevalier Johnstone, qui est un ancien aide de camp de Montcalm, va jusqu'à dire que les fortifications ne valent guère mieux qu'un mur de jardin. Faut lui donner raison parce que après la prise de Québec en 1759, les Britanniques arrivent à Montréal en septembre 1760 et voyant le nombre d'ennemis, les Français capitulent sans combat et concèdent Montréal aux Anglais. Bon, on connaît tous la prise de la Nouvelle-France par les Britanniques, mais peut-être que vous ne savez pas que Montréal est prise encore une fois en 1775, à peine 15 ans plus tard. Cette fois-ci, ce sont les Américains qui font leur guerre d'indépendance et attaquent Montréal, et ce sont les Britanniques qui se retrouvent en position défensive et doivent être confrontés au même problème. Ils font exactement comme les Français 15 ans plus tôt, jugent Montréal indéfendable et s'enfuient vers Québec. Voici les clés. La question que tout le monde se pose ici, c'est pourquoi avoir construit des murs qui sont devenus si inefficaces en si peu de temps? Qui n'ont jamais servi, en fait. Pratiquement. Est-ce que c'est que Chosgros de Léry avait mal planifié les murailles? Ben, pas vraiment. D'un côté, Montréal était au centre d'un réseau de distribution de forts éloignés sur le Richelieu et vers les Grands Lacs, un réseau de postes avancés dont elle dépendait pour sa défense. Les murs ne devaient pas supporter un siège, mais plutôt ralentir l'ennemi en attendant des renforts. Confrontés aux Britanniques et aux Américains qui arrivaient avec des forces plus nombreuses, et après avoir pris tous les forts, on pourrait dire que la défaite était inévitable. D'un autre côté, les murailles étaient bien adaptées aux attaques mixtes avec des miliciens américains et des Iroquois, mais à mesure que l'art de la guerre se transforme en une guerre à l'européenne, les murailles de Montréal sont tout simplement inutiles. Bref, à la fin du 18e siècle, les années 1700, les autorités britanniques reconnaissent que Montréal ne peut plus constituer une place forte militaire et de plus en plus investissent sur des postes avancés du Richelieu, comme par exemple Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel ou les Launois, et aussi sur Québec pour réparer les fortifications de Québec. L'ingénieur Gotterman, qui est un ingénieur britannique, suggère d'ailleurs d'abandonner tout rôle militaire à Montréal pour concentrer les ressources vers ces postes avancés. Comme Montréal ne reçoit plus de fonds pour l'entretien des murailles, elles sont de plus en plus délabrées. Elles sont tellement considérées inutiles qu'on autorise même les habitants à pratiquer des brèches dans les murs pour faciliter les communications, et de cette façon, au moins 7 trous sont faits par des habitants et deviennent des portes informelles qui seront plus difficiles à fermer, on pourrait dire ça comme ça. En même temps, les abords des murailles, les habitants profitent, de l'espace inutilisé au pied des murailles. Et ils décident de laisser leurs déchets parce que comme ça, ils seront pas dans les jambes, dans les rues. Alors, les abords des murailles deviennent tellement insalubres que ça inquiète les autorités coloniales et même les habitants. Un aspect important à Montréal à cette époque-là, c'est que la population de Montréal évolue énormément au début du 19e. L'espace qui est limité entre les murs oblige ceux qui veulent s'établir à s'installer à l'extérieur des murs dans des faubourgs qui dépassent rapidement la population de la ville. Le faubourg le plus important, est d'ailleurs encore connu par son nom, c'est le faubourg Saint-Laurent, dans lequel l'UQAM est situé, qui porte son nom à cause qu'il est sur la rue Saint-Laurent, qui sortait de la porte Saint-Laurent. Comme quoi, on était très créatifs.
Il y avait le Faubourg Québec à l'est, si je me trompe pas. Oui, les faubourgs portaient généralement le nom des portes et les portes portaient le nom des directions ou des principaux buildings autour. Donc, on avait par exemple la porte des Récollets à l'ouest qui était près des terrains des Récollets. Au moins, on se perdait moins. Oui. C'est dur de se perdre sur un si petit espace, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a du moins qui sont bons. La démolition des murs va donc permettre à la ville de rejoindre les faubourgs à l'extérieur, et ça arrive juste à temps. Parce que Montréal connaît, dès 1815, une explosion de sa population grâce à l'immigration britannique. Suite à plusieurs pétitions des habitants pour l'insalubrité et pour la désuétude des murs, en 1801, une loi est adoptée par le gouvernement pour abattre les murs et fortifications. Et les travaux auront lieu jusqu'en 1817. Un comité gère les travaux. Ce comité-là est formé par John Richardson, Jean-Marie Mondelet et par James McGill, qui est un nom aujourd'hui familier pour tous les Montréalais. Plusieurs éléments sont compris dans ces travaux, comme l'aménagement du Champ de Mars, le tracé de la rue des Commissaires, qui est aujourd'hui la rue de la Commune, le prolongement de la rue Notre-Dame, et plusieurs autres que je ne nommerai pas tout, mais vous pourrez aller lire mon mémoire dans quelques années si vous souhaitez. On va être patient. Les travaux sont longs, puisqu'au-delà de la seule démolition de la muraille, on parle réellement d'une redéfinition de la ville elle-même. D'un Montréal très militaire, la ville appelle à devenir civile et commerciale. Ce qui rend cette transformation spatiale encore plus intéressante est justement le passage d'un espace qui est militaire à un espace qui est civil. À titre d'exemple, le coteau de la Citadelle, c'est une colline avec un fort défensif, qui est une colline très haute qui surplombe Montréal, qui se trouvait à l'angle actuel de la rue Notre-Dame et de la rue Berry. Ben, ce coteau-là est nivelé et on se sert de la terre qui est extraite pour remplir un marécage qui se trouvait juste au nord, dont on se servait comme une défense naturelle. On tracera sur ce marécage-là plusieurs rues, comme la rue Saint-Louis, la rue du Champ de Mars, et sur ces rues pourront s'établir des habitants. On voit vraiment une transformation de l'espace et même du matériau militaire vers un espace et un matériau qui devient civil. Montréal connaît donc, avec la démolition de ses murailles, une transformation importante dans son rôle. L'espace est dégagé et loti et devient plus important pour établir la population qui est grandissante dans la ville. Cette population qui est en hausse deviendra le bassin de la main-d'œuvre qui permettra à Montréal de devenir le centre industriel du Canada plus tard. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. En attendant, je vous suggère vivement d'aller vous promener dans le Vieux-Montréal. Parce que si vous regardez autour de vous, le tracé des fortifications, les traces des fortifications sont encore partout, jusque dans le nom des rues, comme la rue McGill, la rue Saint-Laurent, la ruelle des fortifications ou la rue du Glacier, qui sont tous autant de signes de la présence continue de l'histoire partout autour de nous. Merci beaucoup, Joël. J'ai une petite question. Pourquoi Montréal s'est débarrassé de ses fortifications dues à son expansion fulgurante, alors que Québec ne l'a pas fait? Est-ce que c'est parce que Québec n'a pas vécu cette expansion-là, ou c'était pas un blocage? Il n'y avait pas les mêmes... Ben, à ce moment-là, Québec subit environ la même hausse de population que Montréal. On parle du début du 19e siècle. Les hausses de population dans les deux villes sont similaires. Donc, c'est pas là qu'il faut chercher la réponse. La réponse est purement au niveau du rôle qu'on donne à chacune de ces deux villes-là. Par exemple, à Québec, c'est le centre du pouvoir. C'est aussi le centre militaire. C'est là qu'on a la Citadelle de Québec qui est encore là aujourd'hui. Donc, quand ça barde à Montréal, comme par exemple dans l'invasion américaine, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit vers Québec, qui est un poste beaucoup plus facilement défendable. Et donc, on investit beaucoup plus dans l'aspect militaire de Québec. Alors qu'à Montréal, qui est un centre de distribution, au centre de la grande plaine de Montréal qui abreuve la colonie, ben, on va se servir de Montréal pour envoyer des ressources partout ailleurs et non pas pour y tenir une grande armée. D'ailleurs, tous les postes que j'ai nommés tout à l'heure, que ce soit les Launois, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly plus tard, Sorel, ont tous en eux-mêmes, chacun d'eux, plus de soldats qu'à Montréal.
Wow. Ça, on avance un peu dans le temps aussi, là, à la fin du 19e siècle, quand l'aspect militaire n'était plus du tout important à Québec non plus. Il y a eu des plans de démolition à Québec des murailles pour faire un modèle similaire à Montréal. Et puis, c'est un des premiers exemples de mobilisation citoyenne pour la protection du patrimoine, parce que là, les gens ont vu l'importance de ces murs-là également. Et il y a eu toute une mobilisation autour de ça. Là. Plus fin 19e, début 20e, on n'est plus dans la même période. Oui, et au début du siècle, la protection du patrimoine, c'est pas quelque chose d'important, parce que du patrimoine, on le vit. Ça commençait. Non, c'est ça. On le vit tous les jours. En fait, le patrimoine est plutôt vu comme quelque chose à abattre pour rendre la ville plus moderne, plus salubre. On a l'image de la ville de la Renaissance qui est malpropre et on veut s'en débarrasser. Donc, ce projet-là rentre dans ces objectifs-là. Je pensais qu'il y avait aussi toute une question de symbolique du pouvoir aussi, vu que Québec est le centre de ce pouvoir-là. Je pensais que c'est pour ça qu'ils les avaient gardés aussi, mais bon. Oui, exactement. C'est possible. Puis on a eu aussi ce mouvement-là ici à Montréal dans les années 1960, là, où on voulait démolir le patrimoine pour faire des autoroutes, ce qui était symbole de la modernité et du pouvoir économique. Donc chaque période a ses propres, finalement, pas préoccupations, je cherche le mot, mais chaque période a ses propres préoccupations. Intérêt. Oui. Et c'est la raison pourquoi cette période-là m'intéresse tellement, parce que c'est tellement loin de ce qu'on pourrait concevoir aujourd'hui, qu'on se dit, hey, des belles murailles, pourquoi est-ce qu'on voudrait les démolir? Mais à ce moment-là, ça devenait l'ennemi, ça devenait la ville. C'est pas dans cette direction-là qu'on voulait qu'elle aille. On a battu un mur en 89. Pourquoi ne pas la battre encore? Il va bientôt falloir en abattre un autre après le règne de Donald. Oh là là, j'entrerai pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël Bonchamp-Monfette. Ma chère Marie-Laurence Sereau, tu as une chanson pour nous? Une petite pause musicale, il me semble que ça nous ferait du bien. Ben oui, mais ça. Donc, on va en musique avec la chanson Le Courant de Mon Doux Seigneur. Des fois je préférais me vendre plutôt que de regarder la fin du monde. Ils me l'ont dit dans le vidéo. Imagine si on avait le code, jouerais peut-être plus au Nintendo. Le bonheur, ce n'est pas notre faute. Depuis que toutes nos couleurs sont dans nos ordinateurs, au cinéma, on y présente Star Wars. Dehors, le trottoir est cinglant. On va se tuer à force de suivre le courant. Je pensais jamais danser comme ça. Ça a l'air que prier, ça se crie pas. Ailleurs ta paix, la touche même pas. Même nos pères l'ont jamais vu. On dirait un autre mythe des États. Je pensais jamais prier comme ça. Ça a l'air que pleurer, ça se fait pas. Puis si chanter c'est pas une vraie job, puis que ta job c'est de m'écouter, j'ai que moi inventé de nouveaux métiers. J'ai jamais dit que j'étais lucide, jamais dit que j'étais sauvage, j'ai jamais dit que j'étais sénile, j'ai jamais dit que j'étais un mirage, j'ai jamais dit que j'allais sauver le monde.
sauver le monde. J'ai jamais dit que j'allais pas sauver ton monde. De retour à Histoire de passer le temps. Il est maintenant temps d'écouter la chronique de David Girard. Oui. David Girard, tu vas nous parler d'Anna Heining Swan. Oui. La très grande et très connue Anna. Qu'a-t-elle fait? On ne le sait pas. Voilà, c'est ça comme, oui, on se fait un sujet le lundi, on arrive, on travaille dessus, puis on se rend compte que finalement, ben... C'est ça, mais t'avais une bonne pub, par contre. Ça allait bien, ça allait bien. On était tous très curieux. Content d'être de retour avec vous, hein, pour cette nouvelle année. On parle du bon pied. Je fais du temps comme ça jusqu'à la fin. J'étais à la recherche d'un sujet pour aujourd'hui quand je suis tombé là-dessus cette semaine par hasard. Le 13 juillet 1865, un incendie se déclare à l'intérieur du musée Barnum à New York. Il faut dire que, situé au coin des rues Broadway et Anne, le musée était célèbre parce qu'il offrait des activités à la fois étranges et éducatives, à l'image de son propriétaire, Phineas Taylor Barnum, un grand entrepreneur de spectacles de foire, un homme également étrange et éducatif. Bref, il a fondé le cirque moderne, a mis sur pied le plus grand cirque d'Amérique, le cirque Barnum, qui sera en opération pendant 146 ans. Je ne sais pas si tu sais, Valérie. Je ne sais pas si tu as déjà vu la photo, en fait, d'archives, une photo d'archives de Montréal, où on voit des éléphants marcher sur la rue Saint-Antoine, tout près de l'hôtel de ville. Oui. Ça dit quelque chose. C'est très impressionnant. C'est impressionnant. Zèbres, poneys, chameaux, pachydermes s'en étaient donné à cœur joie le 16 mai 1967. Dans une parade organisée pour célébrer le 325e anniversaire de la Fondation de Montréal. Mais pas pour célébrer le droit des animaux. Pas du tout. Certes, non. Master a des parades de cheval pour ça. Oui, ouais. Oui. Ah, oui. Malaise. Oui, alors c'était le cirque Barnum qui était venu ici dans les rues de Montréal. Mais bref, ça, ce n'est pas le sujet de ma chronique, là. Retour en 1862. Là, il y a des effets radio. Bon, on est pour la technique en studio, mais voilà, celui qu'on surnomme le roi du cirque envoie à New Annan, en Nouvelle-Écosse, un agent pour rencontrer une jeune fille et la faire voyager jusqu'à New York, en compagnie de sa mère. La réputation d'Anna Swan n'est donc plus à faire. À 4 ans, elle mesurait déjà 4 pieds 6. À 6 ans, elle mesurait 5 pieds 2, la grandeur de sa mère. À 15 ans, elle atteignait le 7 pieds, pardon. Et à 18 ans, elle terminait sa croissance à 7 pieds 2 pouces. Donc, Barnum envoie quelqu'un la chercher et réussit à l'attirer à New York pour qu'elle y travaille. Il offre de bonnes conditions parce que, en plus du salaire mensuel de $1000 que gagnait Anna, en se produisant à Broadway, elle se voit offrir la possibilité de poursuivre ses études en art vocal et en piano. $1000 par mois, c'est environ 12 à 15 fois le salaire d'un machiniste qui travaille dans une usine. Donc, c'est vraiment considérable pour une femme à l'époque. Silence. Évidemment, Barnum en rajoute et publicise le spectacle d'Anna comme une représentation de la plus grande fille du monde, mesurant 8 pieds 1 pouce. Qui, ici, ne s'est pas rajouté un pied un jour ou l'autre, hein? Sur scène, elle porte un costume spécialement conçu pour elle et pour accroître l'effet de grandeur, elle est accompagnée par le Commodore George Washington Morrison Knott qui mesure 29 pouces et pèse 24 livres. C'est donc un nain originaire du New Hampshire qui travaille avec elle. Et je vous laisse imaginer la scène, le contraste était frappant. Oui, tout à fait. Le 13 juillet 1865, un incendie éclate. L'escalier central est en flammes et, vous aurez compris pourquoi, Anna ne peut pas s'échapper par une fenêtre. Elle est donc prise au piège. Les employés du musée trouvent un treuil dans les environs et enfoncent le mur autour de la fenêtre du 3e étage. Au moyen d'un palan, c'est comme une poulie, ils vont tendre un câble qui va être tenu par 18 hommes et Anna pourra se laisser glisser à l'extérieur comme ça. Wow. Sur le plancher des vaches. Évidemment, le spectaculaire incendie détruit complètement le bâtiment. Anna, quant à elle, retourne à New Annan et reviendra à New York plus tard pour retravailler encore pour le cirque Barnum et dans un second édifice qui fut aussi détruit par le feu en mars 1868. Elle a la poisse. Vraiment, donc clairement, Anna en a assez.
Elle va retourner dans sa famille, donner des spectacles en Nouvelle-Écosse et va plus tard regagner les États-Unis où elle entame une tournée qui la conduira en Amérique du Nord et en Europe. Elle traverse le continent, elle traverse l'Atlantique en 1871. Et c'est là qu'elle va rencontrer Martin Van Buren Bates, le géant du Kentucky. Un homme mesurant 7 pieds 8 pouces et pesant 470 livres. Juste un petit peu plus petit que Joël ici. On pouvait vraiment dire un beau petit couple. Oui. Voilà. C'est le coup de foudre. Ils se sont trouvés. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays. Elle a trouvé un homme cool, à sa pointure. C'était beau, ça. Ah oui, non, il y avait une belle chanson qui jouait, là, c'était pour remplir du temps. Merci Jacques Brel. Finalement, ça n'a pas fonctionné, donc on va parler. Ils annoncent leur fiançailles et se marient le 17 juin à Londres. Après une brève lune de miel, ils reviendront dans la capitale londonienne, en fait, pour donner des spectacles ensemble, en présence de la reine Victoria et du prince de Galles. Ils sont présentés d'ailleurs comme le plus grand couple du monde et parcourent ensemble l'Europe durant 14 mois. En revenant en Amérique, il rapporte plusieurs cadeaux de valeur, dont une montre en or offerte à Anna par la reine Victoria. Bates achète une ferme près de Séville dans l'Ohio et les deux se tournent vers l'agriculture et l'élevage. Ils construiront même une maison sur mesure avec des plafonds de 14 pieds de hauteur et des portes de 8 pieds et demi. Les meubles seront également à la mesure de leur taille prodigieuse. Un grand lit, des grandes commodes. Ben, c'est fascinant. Le couple n'abandonne pas pour autant. Oui, c'est ça. Au lieu du king, c'est un lit empereur. Le couple n'abandonne pas pour autant le monde du show business et continue à faire des tournées durant l'été. Voilà. Je sais qu'une question ici vous brûle les lèvres. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Exactement. C'est vrai? Est-ce qu'ils ont eu des bébés? Ben, selon le livre des records Guinness, Anna Henning Swan et Martin Van Buren Bates détiennent toujours le record du plus gros bébé. Un garçon mesurant 30 pouces et pesant 23 livres et quart. On le salue. Oui. C'est à la naissance, hein, c'est ça. Le tour de poitrine faisait 16 pouces, un tour de tête de 19 pouces et des pieds de long de 5 pouces et demi en naissant. Voilà. Et a-t-il été aussi grand que ses parents? En fait, il est décédé, c'est ça. Le poupon vécu juste assez longtemps pour que le record soit homologué. Il était atteint d'éléphantisme ou? On ne sait pas. En fait, il est décédé après 11 heures, malgré les soins que 2 médecins lui prodiguaient. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu un autre enfant, une fille qui est morte elle aussi tout de suite après. Donc, peut-être était-il atteint de gigantisme également et que ça ne fonctionnait pas par la suite. Je ne sais pas. Mais les deux sont décédés malheureusement. Ils n'ont pas eu d'enfant direct par la suite. En tout cas, pas connu, là, je sais pas. Aujourd'hui, certains articles d'Anna sont exposés à Sunrise, au Sunrise Trail Museum de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, près de son village natal. De son côté, le cirque Barnum a continué d'exister, de prospérer, comme j'en ai fait mention en début de chronique. Anna va décéder en 1888. Peu de temps après, un autre Canadien embauché par le même cirque deviendra également célèbre, le Samson du Canada, un homme fort, Louis Cyr, qui fera lui aussi les tournées là, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et là, je vois la question sur vos lèvres. Est-ce que ça fonctionnait bien, ces spectacles? Précisément. 1000$ par mois. C'est beaucoup d'argent. Pour un étudiant, pour des étudiants que nous sommes autour de la table, on trouve ça bien encore aujourd'hui. Est-ce que le nain gagnait autant que la madame? Le nain gagnait beaucoup moins. La madame était très jolie. Elle était talentueuse également. C'était une bonne artiste. Elle savait bien chanter, jouait bien, elle dansait bien aussi. Elle attirait les foules, clairement. Et la campagne de promotion qui a été construite autour d'elle fonctionnait très bien. Le nain, son partenaire de scène, Commodore Note, par son petit nom, gagnait 48$ par mois. Donc, on voit... 48$ par mois? Hey, c'est un peu moins, 12$ par semaine. Le salaire était mesuré au pouce. Oui. Mais donc, Anna Swan était vraiment la tête d'affiche du cirque pendant cette période-là. Et les femmes géantes fascinaient. J'ignore pourquoi, mais ça fonctionnait très bien. C'est une bonne question. Aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes géantes dans le monde? Probablement, mais aucune qui ont fait... C'était très pertinent. Aucune qui ont eu autant de succès qu'Anna. Aucune qui ont fait de la scène de cette façon-là. Aucune qui n'a été artiste de cirque non plus. Évidemment, il y a plusieurs célébrités là qui ont travaillé pour le cirque. Là. Louis Cyr, Madame Clouflua, la femme à barbe, Joyce Haight, la plus vieille femme du monde. Elle avait 160
61 ans, selon la publicité. Ben ouais, selon la publicité. Et le général Tom Pouce aussi, je l'aime bien, lui. Tom Pouce? C'est peut-être un personnage. Charles Sherwood Stratton, de son vrai nom, qui comptait sur des centaines de fans, en fait. Il était très célèbre. Il a connu une célébrité internationale et parmi ses admiratrices, il y avait la reine Victoria aussi. Donc, c'était vraiment des vedettes à l'époque. C'était des artistes de scène qui étaient extrêmement talentueux, extrêmement populaires aussi. Ils faisaient le tour du monde. Et il ne fallait pas non plus... comment je dirais... Il ne suffisait pas d'avoir une anomalie physique pour faire. C'est un peu l'idée qu'on a, comme dans les films où on présente ces personnes-là dans les cirques. On trouve ça extrêmement grotesque. Dans le fond, on profite de leurs anomalies, ou en tout cas ce qu'on appellerait des anomalies. On fait la pub à partir de leurs anomalies, mais une fois qu'on les en place, on assiste à un show, on assiste à un spectacle. C'est ça. Donc, ce sont. Il faut aller. Ils ne sont pas simplement exposés en vitrine, puis les gens passent en les regardant, et puis s'en vont, là. Ils s'assoient là, ils vivent le show, et puis voilà. Donc, c'est ça. Et l'appareil publicitaire de Barnum qui était bien rodé et le monsieur avait beaucoup d'argent aussi et ça fonctionnait très bien. Le cirque Barnum, d'ailleurs, a fermé ses portes il y a 2 ans. En 2017. Donc, il a été là extrêmement longtemps. Et c'est vraiment l'inventeur du cirque moderne. Les cirques qu'on connaît aujourd'hui doivent beaucoup à ce monsieur-là. Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est terminé en 2017? Je pense qu'il y avait de la misère, en fait. Je sais pas. C'est une bonne question. On manque de grands. Ça doit être ça. Il n'y avait plus de femmes à barbe. C'était mal vu de les placer comme ça. Non, aujourd'hui, c'est les gens avec des dreads qui sont mal vus dans les sujets sensibles. Ouh. Voilà! Tu nous laisses là-dessus. OK? Non, voilà. Ben, merci beaucoup, David Girard, de nous avoir fait rencontrer Anna Henning Swan, la plus grande femme du monde, mais qui c'est dans le fond 7 pieds 2 pouces. Elle n'était pas si grande, finalement. J'étais un peu déçu pour ça. De la poudre aux yeux, de la poudre aux yeux. Ben oui. Alors, ma chère Marie-Laurence, tu nous envoies en musique? Oui, on écoute la chanson « Chaise musicale » de Jérôme 50. Croque souvent dans la pomme, n'empêche qu'elle n'a jamais eu de chum. Encore ce soir, elle donne son maximum sur la piste de danse d'une grande ville comme Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï ou Honolulu. Mais watch-toi bien quand elle va asseoir son cul. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Mais Rosalie semble nostalgique de la grande allée des faux-phones électriques. Des beaux Québécois avec de la barbe qui pique. Voilà qu'on arrête la musique, c'est la crise de panique. Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï, Honolulu et bientôt Tchernobyl, Avignon, Monaco, Copenhague, Bangkok, Manchester. Tu lui offres un verre, elle te fait un doigt d'honneur. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Yeah! Sur le plateau, les hommes sont sexy du cerveau. Oh, si chaque, les malades montent leur six-pack. À Québec, buffet à volonté de mec. Mais Rosalie, elle
partir pour Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï, Honolulu. Tasse-toi de là quand elle va asseoir son cul. Re-bienvenue à Histoire de passer le temps. Merci beaucoup Marie-Laurence pour nous avoir permis de nous dégourdir sur cette musique entraînante. Donc maintenant, je vais passer la parole à Thomas Venn qui va décortiquer pour nous le film allemand Agire der Sohn Gottes. Exactement. Je dois... Ouais, pas pire. Mais le Z, c'est un Zorn. Zorn Gottes. Il y en a toujours un qui relève l'erreur. Ben, non, il faut le dire avec intensité. Donc, je dois avouer, je n'ai pas vu le film. Hein? Moi, je me lance en première ligne comme ça. Par contre, quand j'ai lu le synopsis, ça m'a beaucoup fait penser à une ancienne chronique que tu avais fait sur la colonne Voulet-Chanoine. Je vais vous le résumer pour ceux qui l'ont pas entendu. C'est principalement un groupe de conquérants européens qui sèment le chaos en terre étrangère, en Afrique. Qui jamais vu ça. Non, c'est ça. Qui respectent absolument rien et finalement échouent et rentrent chez eux. Ou entre il y en a quelques-uns qui perdent la tête, d'autres ils meurent, qui... ils se font exécuter. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y en a un qui disait qu'il était l'empereur de ces terres. On va voir que ça revient. Oui, ça finit souvent. mal. Donc, voilà. J'aurais besoin, par contre, peut-être d'un petit quelque chose pour nous mettre dans l'ambiance. Je pense qu'on a la bande sonore du film. Donc oui, tout en lenteur et en tension. Ça a quelque chose de majestueux. Majestueux? Oui. Très épuré aussi comme son. Aïe! J'ai comme peur de ta chronique. Histoire de passer le temps, ici, le nouveau format d'émission. Alors, si vous voulez, tout ça se retrouve sur YouTube. La bande sonore au complet du film ressemble à ça. Ce sont des chants faits au clavier et c'est très... c'est très lent, c'est très contemplatif parfois. C'est d'ailleurs la musique qui a été faite par le groupe c'est du krautrock, donc du rock de Bosch, si on veut. C'est un groupe donc allemand qui s'appelle Popol Vuh. C'est eux autres qui ont fait toute la trame sonore du film Agire der Zorn Gottes, qui est Agire, la colère de Dieu, qui a été faite par le cinéaste Nouvelle Vague allemand Werner Herzog en 1972 et qui est aujourd'hui considéré comme étant un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma allemand, voire même un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma tout court. La scène où l'on entend la chanson qu'on vient d'entendre est probablement l'une des plus connues du film. Alors on commence vraiment par apercevoir les pics des montagnes des Andes inondées par des nuages. La caméra nous amène alors sur un flanc précis de la montagne, très escarpé, où à travers la brume, on aperçoit des objets qui grouillent. Alors on se demande qu'est-ce que c'est, et on réalise que ce sont des soldats, des conquistadors en file indienne, en train avec leurs esclaves justement autochtones, qui descendent très lentement, à un pas très ralenti, et avec beaucoup de difficultés, la paroi escarpée de la montagne en question. Après ça, la caméra est alors portée à l'épaule, nous donnant une vue subjective de ces individus en armure, des autochtones enchaînés aux poignets, certains portant un canon et des vivres, voire il y en a même qui sont en train de porter une litière où s'assied une noble espagnole. Leur regard est toujours vers le bas en raison du relief rugueux, inégal et dangereux du petit sentier qu'ils essaient de suivre, et essentiellement la colonne est en train de se diriger vers les basses terres de la forêt amazonienne à la recherche de la ville mythique d'Eldorado. Alors, cette première scène, on peut dire, qui nous fait suivre cette descente pénible des conquistadors, établit très bien l'ambiance du film qui, très sommairement, nous raconte l'histoire d'une expédition qui est, dès ses débuts, condamnée à la perdition.
Mais avant de continuer sur l'histoire de cette malheureuse expédition, je vais vous glisser un petit mot sur le directeur Werner Herzog et son acteur principal Klaus Kinski, mais aussi sur la réalisation du film en soi. De un, Herzog n'a jamais suivi de cours de cinéma, il apprenait littéralement sur le tas. La caméra qu'il utilise dans le film avait d'ailleurs été volée à l'école de film de Munich. Herzog s'est d'ailleurs justifié par après, quelques années plus tard, avec une analogie pour ce vol. Il dit tout simplement qu'il en avait tout simplement besoin pour vivre. Tout comme un individu qui, pris dans une salle fermée et qui commence à manquer d'air, va défoncer le mur pour survivre. Il avait besoin de s'exprimer, il avait besoin de la caméra. La fin justifie les moyens. Exactement. Puis oui, justifie assez bien les moyens. Fait que le film avait seulement un budget de 370 000 $ américains. C'était peanuts à l'époque, c'est encore des peanuts aujourd'hui. Le tiers allait directement dans les poches de son acteur vedette et proche ami Klaus Kinski. Le script a été écrit dans une ride d'autobus pour aller à une game de soccer à 3 heures de Berlin, si je me trompe pas. Le film a été fait même qu'il y a plus de petites histoires à propos de son script où est-ce que justement après la game, ses amis se sont saoulés, ont vomi sur son script. Bref, il est professionnel. Oui, mais il a pris les 5 pages et les a jetées, puis là, il se rappelle plus ce qu'il avait écrit sur les pages, mais c'est pas grave, parce que la manière de fonctionner de Herzog, c'est de vraiment prendre le terrain et de travailler avec. Il se donne un script très bref, et par après... Il s'inspire du lieu. Il imprègne le lieu, il imprègne toutes les affaires qui peuvent arriver, il va juste les prendre, puis il va jouer avec. Fait que justement, il va filmer, ça va prendre 6 semaines à filmer, puis il va vraiment aller dans les Andes et dans la forêt amazonienne. Il va pas nécessairement reprendre le chemin de ces conquistadors-là, mais il va essayer de s'imprégner du milieu dans lequel ces individus se sont perdus. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire revivre ce qui a pu vraiment arriver aux expéditions. Et beaucoup de scènes sont extrêmement réalistes, voire réelles. Je comprends. Puis par extension, elle était parfois très 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 dangereuse dans le film. Donc la descente de la montagne des Andes, à un moment donné, on voit une cage tomber le long de la paroi. Ben il y avait vraiment un poulet là-dedans et la cage est vraiment tombée. Une victime. Ou une autre fois où c'est une scène filmée sur des rapides qui étaient reconnus comme étant dangereux. Ils étaient carrément sur des barques qui ont fait en bois, des bonnes vieilles barques où est-ce qu'on allonge des planches et on les attache avec des fils. Seuls les caméramans étaient attachés, le restant des gens étaient pas attachés à la barque et il y avait un très haut risque de noyade. Et une autre de acteur studio. Mais il y a une autre scène aussi où est-ce qu'il s'était installé à côté de la rivière. Il avait campé là. Le lendemain, il se réveille, le campement complet est inondé. Herzog prend l'opportunité pour faire regarde, c'est la réalité du terrain. Et il shoot une scène à partir de ça, où est-ce qu'on peut voir le campement des conquistadors complètement inondé. Fait qu'il a pris quelque chose de complètement aléatoire, puis il l'a intégré à son film pour nous faire comprendre c'était quoi cette réalité-là. Il y a aussi la relation entre Herzog et Kinski, qui est l'acteur vedette et principal, qui joue presque dans la totalité des films de Herzog. Chaque fois que vous allez voir un film de Herzog, c'est Klaus Kinski qui joue le personnage principal. C'est constant. Mais leur relation est très, très, très particulière, dans le sens que Kinski est une personne très colérique, voire extrêmement colérique. Oui, j'ai vu des beaux petits extraits de ces tantrums, comme on dirait en anglais. C'est ça. Il pète des coches à tout moment contre Herzog. Herzog, lui, sa tactique, c'est de ne pas réagir. Il raconte même dans un documentaire sur les films de Herzog, et Herzog lui-même, des fois, il se faisait engueuler à 1 pouce du nez, puis lui, il réagissait pas. Il laissait faire son petit tantrum. Puis des fois, il utilisait même cette énergie-là pour filmer la scène. Dans le film justement Aguirre et la colère de Dieu, il y a un moment où est-ce que Kinski pète sa coche, Herzog à bout, il était là cette fois-ci, il était plus capable, le menace carrément d'un fusil. Il dit carrément qu'il va le tuer. Kinski, lui, il capote, commence à courir dans la jungle en criant police. Ils sont à 500 km de n'importe quel village. Donc là, je vais arriver au film. En ça, vous allez voir que la folie, le thème de la folie est un thème principal au film, mais ça fait également partie aussi de la manière de la réalisation du film aussi. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pas de folie, mais c'est très difficile comme réalisation. C'est une belle mise en abîme. Exactement.
Fait que oui, pour revenir au film, on est amené à suivre l'expédition de Gonzalo Pizarro, qui serait le frère à Francisco Pizarro, qui lui a conquis le Pérou, qui part à la recherche de la mythique cité Inca d'Eldorado. Un moment donné, justement, ils vont descendre la montagne, puis il arrive un moment où est-ce qu'ils sont incapables de continuer leur chemin en raison de la dangerosité du courant de la rivière. Fait que Pizarro décide de séparer l'expédition en deux, avec un premier groupe qui allait de l'avant. Fait que ce groupe-là se détache et continue à descendre la rivière en radeau qu'ils construisent sur place. La personne qui mène l'expédition est Pedro de Ursúa, qui est un officier et un noble espagnol. Puis dans sa compagnie, on retrouve le personnage principal, l'officier Lope de Aguirre, qui est joué par Klaus Kinski. Et un autre personnage secondaire, mais tout de même important, c'est le moine dominicain Gaspard de Carvajal, qui joue le rôle de le chroniqueur de l'expédition. Fait à chaque fois qu'on va entendre un narrateur, ça va être Gaspard de Carvajal qui explique ce qu'il arrive dans l'expédition. Fait que là, on suit l'expédition puis sa descente de la rivière à travers les rapides et de la jungle. Les scènes sont très souvent filmées avec une caméra à l'épaule, très rapprochée des conquistadors et de leurs esclaves autochtones, comme un peu dans un documentaire. Fait qu'on est vraiment très rapproché du sujet, mais en même temps, il va faire des scènes plus panoramiques où est-ce qu'on peut voir la jungle, on peut voir l'immensité de la rivière, ou des fois juste des scènes un petit peu plus lentes où est-ce qu'on voit les tourbillons dans les rapides, etc. Mais petit à petit, il y a des membres de l'expédition qui commencent lentement à mourir. Il y en a qui se font prendre par des autochtones, il y en a qui se noient, il y en a qui disparaissent tout simplement, il y en a qui essaient de se révolter et de se font décapiter. Et d'ailleurs, Aguirre, avec ses sympathisants, à un moment donné, va fomenter une mutinerie contre Pedro de Ursúa et contre la couronne espagnole. Évitant de trop se compromettre, Aguirre fait nommer l'un de ses pantins qui a du sang noble, Fernando de Guzman, comme roi et empereur des terres à conquérir. Là, en ce moment, dans le fond, il y a certains historiens qui disent que c'est une des premières déclarations d'indépendance en terre espagnole, en Amérique du Sud espagnole, dans le sens que là, on a un groupe de personnes qui décident de se créer leur propre empire en plein milieu de la forêt amazonienne. À ce moment-là, il faut décider du sort de Pedro de Ursúa. Et Aguirre, lui, veut vraiment son exécution, mais Guzman décide tout autrement, aux grandes dames d'Aguirre, qui est très fâché. Mais Aguirre accepte la décision. Ursúa est donc gardé prisonnier. Fait que pendant tout le long du film, on fait juste voir un Ursúa qui est assis et qui fait rien, qui ne parle pas. Il est rendu plus un objet que l'on regarde et qu'on attend de voir ce qui va lui arriver. Et évidemment, ils n'ont plus de cage vu que le poulet est parti avec. Exactement, donc on peut plus payer l'acteur, il ne peut plus parler, on va le mettre dans un coin et on attend. Fait que là, le déroulement de l'expédition a continué à s'envenimer. À quelques reprises, elle rencontre les populations locales, justement, dont une fois il s'agit d'anthropophages. Fait que là, ça crée la zizanie à l'intérieur de la troupe. Et justement, avec ça, lentement on voit sombrer l'expédition dans la folie. Avec la mort mystérieuse de Guzman, à un moment donné, ils sont sur le radeau, on retrouve Guzman à côté des chiottes, noyé. On ne sait pas c'est qui l'a fait. Aguirre prend directement les rênes du pouvoir et fait pendre Ursúa qui attend. Fait que là, on a une scène où est-ce qu'il emmène Ursúa dans la jungle et c'est une pendaison assez lente et dur à regarder, mais bon. Ça, ils l'ont pas fait pour vrai, par contre. Une chance. Ils ont quand même un peu respecté l'éthique. Oui, ça, ils sont pas allés trop loin. Tout ça pour dire que même avec la mort de Ursúa, les choses de s'empire. L'expédition se trouve maintenant sur une grande barque et les conquistadors, encore une fois, meurent un à un. Dans la scène finale, on peut voir Aguirre seul sur un radeau rempli de morts, mi-coulant, qui fait un monologue sur ses envies et ses désirs de conquête qui illustre parfaitement sa folie. Parce que lui est rendu à encore croire qu'il a une mission et qu'il est capable d'avoir son empire. Alors, ce monologue dit... Quand nous atteindrons la mer, nous construirons un plus grand navire. Nous naviguerons vers le nord pour prendre le Trinidad de la couronne espagnole. De là, nous irons au Mexique et nous le prendrons à Cortés. Ce sera une grande trahison. Toute la Nouvelle-Espagne sera nôtre et nous écrirons l'histoire comme nous écrivons une pièce de théâtre. Pour tout historien, c'est quand même intéressant ce petit passage-là. C'est à étudier avec plus de profondeur, mais pour continuer, moi, la colère de Dieu, mariera ma propre fille pour fonder la dynastie la plus pure du monde. Ensemble, nous allons dominer le continent, nous allons perdurer. Je suis la colère de Dieu qui est avec moi. Fin de la citation.
Évidemment, il n'y a plus personne qui est avec lui, à part 400 singes qui sont en train de se promener sur le radeau. Je pourrais peut-être expliquer d'où viennent ces singes-là. C'est quand même très intéressant ce qui est arrivé. 400 singes, c'est mieux que rien. Ouais. Mais en fait, la petite anecdote autour des singes, c'est Herzog qui a demandé à des populations locales de lui attraper 400 singes pour faire cette scène-là. Il l'avait vraiment en tête. Ces trappeurs-là, à place, en fait, il leur dit, je vous paye la moitié maintenant et je vais vous donner l'autre moitié sous livraison de la marchandise. Mais ces trappeurs-là ont décidé qu'ils pouvaient faire plus d'argent à vendre ces singes-là à des collectionneurs en Amérique, aux États-Unis, à du monde qui voulait des animaux exotiques. Fait qu'ils ont amené les 400 singes à l'aéroport. Herzog arrive en grande vitesse pour récupérer ces singes. Fait semblant qu'il est un vétérinaire et que tous les singes doivent être doivent être traités, oui, doivent être vaccinés avant de prendre l'avion. Il remet dans son camion, il repart avec, shoot sa scène, il libère après dans la forêt. Il a sauvé les singes. Oui, il a sauvé les singes qui allaient être pris dans des grandes maisons de luxe aux États-Unis. Le gars tout à fait sain d'esprit, mais au moins il sauve des singes. Mais justement, je me demandais la relation avec les autochtones sur place. En fait, c'est assez. Je pense qu'il y a un manque éthique avec sa relation avec les Autochtones. Parce qu'il y en a, moi j'ai pas vu le film, là, mais il y en a qui ont joué dans le film aussi en tant qu'acteur. Il y en a un, en fait, qui fait son rôle, c'est un prince inca déchu et rendu plus otage qu'autre chose. Okay. Mais c'est plus des figurants. Puis la majorité d'entre eux ne parlaient pas anglais ni espagnol, il fallait avoir des interprètes. Et je te dirais que ça frôle parfois l'exploitation de ces individus-là. Du moins, les scènes, il y a des scènes, justement, la scène de la montagne où est-ce qu'ils sont tous enchaînés, ils ont des vraies chaînes. La scène a dû être très longue à tourner, évidemment, ils ne sont pas en esclavage, mais... Il n'y avait pas une scène non plus où le câble a fendu, puis certains ont été blessés par... Oui, justement, ça, c'est dans un autre film, Fitzcarraldo. Okay. Où est-ce que le film au complet, en fait, c'est un mégalomane allemand qui adore l'opéra, qui fallait construire un opéra dans la jungle. Mais pour faire ça, il a besoin de faire passer son énorme bateau au-dessus d'une colline. Et le film, c'est carrément cet amateur d'opéra-là qui essaie de faire passer son énorme bateau au-dessus de la colline. Mais ils l'ont vraiment fait pour vrai. Avec les moyens technologiques du bord, les moyens technologiques qu'on voit dans le film. À un moment donné, oui, on a une scène où est-ce que le câble casse, il y a des jambes qui se font décapiter, des affaires de même. C'est vraiment arrivé. Et il y a sûrement des Autochtones qui sont morts pendant le tournage en raison de la dangerosité du tout. Donc, oui, c'était limite pas du slave labor, mais de l'exploitation. Parce qu'encore là, quand tu dis ils sont enchaînés en descendant de montagne, les risques sont assez grands. Mais c'est pas d'équipe de sécurité. Non, c'est vrai, il n'y a même pas d'équipe de sécurité. Fait que... non, ces films sont assez... ces deux films-là, à chaque fois qu'il fait ça dans l'Amazon, sont assez risqués. Il y a d'autres films qui sont vraiment moins, là, mais pour ça, c'est très risqué. Alors, la grande question qui tue, dans le fond, qui est Aguirre? A-t-il vraiment existé? Petit instant, oui. Alors, c'est vraiment savoir si Aguirre a existé. Et oui, absolument, Lope d'Aguirre a véritablement existé, tout comme Pedro de Ursúa, le moine Gaspar de Carvajal et Fernando de Guzman. En fait, ce qu'a fait Werner Herzog est de mélanger deux expéditions différentes et d'en faire une même histoire. La première s'agit d'une expédition organisée par Gonzalo Pizarro, un personnage qu'on a vu, qui figure dans le film en 1542. Mais nous, le film se situe en 1560. Excusez-moi. Pas de problème. C'est du acting radio. Oui. Mais en fait, je vais tout vous sauter la première expédition de 1542, juste pour dire que c'est une expédition qui descend l'Amazon à la recherche d'Eldorado. Ils vont se rendre à l'Atlantique et ça va finir là. Mais je voulais vous parler plus particulièrement de Aguirre en tant que personnage. Justement, il était appelé El Loco par ses soldats, le fou.
Il s'est lui-même intitulé La colère de Dieu. C'est vraiment un titre qui s'est approprié. Et il a véritablement mené une expédition qui a descendu de l'Amazon jusqu'à l'Atlantique. Rendu à l'Atlantique, il est allé s'attaquer à des villages espagnols jusqu'à temps qu'il se fasse rattraper par les troupes royales, exécuter sa tête, il va se faire décapiter, son corps coupé en plusieurs petits membres, on va le flusher un petit peu partout, on va l'envoyer dans les villages pour leur dire ne vous révoltez pas, c'est ce qui va vous arriver. Malheureusement, j'aurais voulu dire la valeur historique du film, mais ça va être peut-être pour une prochaine fois. Bravo. Merci beaucoup, Thomas, pour ce résumé de Aguirre d'Hernán Gómez. Est-ce que tu aurais une référence d'ailleurs pour oui, en pour fait, nos lecteurs? Oui, si vous regardez le film, je vous suggère fortement de lire l'article de Patricio Boyer, Fantasy and Imperial Discourse in Herzog's Aguirre, The Wrath of God, dans le fond, qui explique que la valeur historique, dans le fond, un petit peu de temps, la véritable valeur du film, c'est d'être allé chercher la psychanalytique des conquistadors et des individus coloniaux. C'est vraiment ce mindset-là qui va explorer et cette folie, et ces idées de grandeur à l'intérieur d'un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme Aguirre qui se retrouve en plein milieu de la jungle avec des idées d'empire. Il n'y a rien autour de lui à part de la jungle, il ne peut rien faire. Son rêve est toujours trop loin et impossible à réaliser. Merci beaucoup, Thomas. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler, en fait, faire un appel à tous. L'équipe d'Histoire de Passer le temps vous invite vendredi, le 25 janvier, à partir de 17h, pour un 5 à 7 au bar Le Département. Donc, c'est un recrutement qui s'adresse aux étudiants de 2e cycle en histoire qui désireraient venir présenter une chronique ou devenir un collaborateur